Bonjour, je suis Emery Jacquilla, je suis un entrepreneur. J'ai relancé la Camif en 2009 après sa faillite. La Camif, c'était une coopérative qui avait été créée en 1947 par des instituteurs qui s'étaient regroupés après-guerre pour se rééquiper et qui s'est développée pour nombreux d'entre nous qui l'ont connu avec le modèle de la vente par correspondance et les gros catalogues papier. Bousculé par l'arrivée d'Internet, cette entreprise a fait faillite fin 2008. Moi, j'ai été convaincu que même si l'entreprise peut connaître des difficultés, il y a un changement de modèle, hein, passer du papier à l'Internet, c'était pas facile. Une grande marque, surtout quand elle a des valeurs fortes, bah, ça meurt jamais. Alors, j'ai convaincu ma femme et ma famille et mon entreprise de déménager jusqu'à Niort pour relancer cette entreprise et surtout pour la réinventer. Au fond, on a fait le pari de à peu près l'inverse de ce qu'a fait la grande distribution depuis 40 ans, qui a toujours été chercher plus loin, moins cher ailleurs, que sur cette base de clients attachés à une consommation plus raisonnée, il y aurait un intérêt et il y avait une place en France pour bâtir un modèle alternatif à la grande distribution, misant sur le local, la qualité, le durable. C'est ce qu'on a fait dès 2009. C'est vrai que c'était pas évident et c'était pas gagné, hein. Le Made in France n'était pas du tout à la mode à l'époque. Il n'y avait pas eu encore le ministre qui portait la marinière ni le slip français. Et nous, pour autant, ça a été la façon de trouver une proposition de valeur qui crée une valeur économique, une valeur sociale, une valeur environnementale, et puis une proposition de valeur qui fasse la différence. Et une des premières innovations qu'on lance sur camif.fr en 2009, c'est de donner la possibilité à nos clients, aux internautes, de pouvoir choisir leurs produits en fonction du lieu de fabrication. On peut rechercher par pays, par région, par département. Et on redonne ainsi le pouvoir au consommateur d'utiliser son pouvoir d'achat, pour favoriser l'économie locale avec un double bénéfice, hein, c'est plus d'emplois et c'est moins de CO2. Donc ça, aujourd'hui, on travaille avec 125 fabricants français qui représentent 74% de notre chiffre d'affaires. Et l'aventure Canif a comme ça démarré avec ce modèle d'impact positif pour l'ensemble de ses parties prenantes, son territoire d'abord, à Niort, où on s'est réinstallé, ses fournisseurs enfin, français hein, principalement. Aujourd'hui, on fait également 100% de produits fabriqués en Europe, donc on a arrêté tous les produits de grand import. Et sur l'équipement de la maison, qui était le métier historique, donc on vend du meuble, de la literie, du linge de maison, de l'électroménager, avec cette transparence qu'on donne au consommateur qui sait pourquoi il achète, à qui il achète, dans quelles conditions sociales et environnementales ça a été fabriqué. Voilà, donc ça a redémarré grâce à la fidélité des clients historiques de Camif, mais aujourd'hui, 80% de nos clients sont plus jeunes et résolument inscrits dans cette consommation responsable. Le soutien de la finance, ça n'a pas été gagné tout de suite, hein, parce que on se remet un peu dans le contexte. 2008, la faillite de la Camif qui a entraîné celle de Lehman Brothers et la crise financière mondiale. Donc, avait plus beaucoup de banquiers pour prêter de l'argent et pourtant, pour autant, on avait besoin d'investir, on avait besoin aussi de soutien bancaire pour réaliser le projet. Et si dans le contexte, on a malgré tout réussi à convaincre des banquiers de financer notre aventure, c'est parce qu'on a eu le soutien de tous les acteurs de la région, de la communauté d'Aglo de Niort, qui ont compris que le projet aurait un impact positif sur le territoire. On a recréé sur le territoire à Niort à peu près 200 emplois en y installant un centre de relations clients, un centre logistique et puis en déménageant notre siège social à Niort et en relançant Camif finalement dans son berceau historique. Et ça a permis d'obtenir les soutiens bancaires parce que la région a garanti 95% de nos emprunts bancaires, sans quoi on ne faisait tout simplement pas le projet. Donc j'ai bien compris que dans ce contexte de crise, qu'au fond, c'est parce qu'on avait mis l'impact positif au cœur du projet, un impact social pour le territoire à Niort, qu'on a tout simplement pu convaincre des banquiers de nous soutenir. Et puis, dans ce contexte, on a aussi cherché à lever des fonds pour renforcer nos fonds propres. Ça n'a pas été simple parce qu'on rentrait dans aucune case. On pouvait ni s'adresser à des fonds de retournement parce que c'était pas du retournement. La boîte avait été en liquidation, ni c'était pas du capital risque. C'était trop risqué au fond. C'était pas du capital développement parce que malgré tout, c'est avec mon entreprise, avec Matelsom, que j'ai relancé la Camif.
mais il y avait une dimension de risque beaucoup trop forte. Et donc, on rentrait dans aucune case. Et finalement, on a trouvé au bout de quelques mois un fonds de famille qui, par cette vision de temps long, et puis la vision du temps long, c'est comment on projette le marché, l'équipement de la maison dans 25 ans. Forcément, la part de l'Internet se sera développée et forcément, d'avoir une marque forte, c'est aussi un marqueur fort de différenciation. C'est aussi une protection quelque part contre la guerre des prix qui érode les marges. Donc, on a pu lever des fonds en 2009 auprès d'un fonds de famille. Puis après la relance, la période de relance, la deuxième épisode important pour nous et assez structurant au fond, ça a été en 2012-2013. Bon, on a compris à ce moment-là qu'on avait réussi la relance, mais qu'il y avait un enjeu clé, c'était surtout la transformation, notamment de sa clientèle, hein, parce qu'on avait 80% de nos clients qui avaient plus de 65 ans d'âge moyen, donc il y avait une forme d'urgence à aller recruter des nouveaux clients. Qui dit recruter de nouveaux clients, bah, dit des moyens pour le faire, et puis également une transformation de l'offre, parce qu'on ne propose pas les mêmes meubles à un client de 30 ans qu'à un client de 70 ans. Et du coup, là, on a commencé à chercher des fonds pour nous accompagner dans cette deuxième phase de développement et de transformation de Camif. Et on a eu la chance de ne pas trouver au fond. C'est-à-dire que pendant 18 mois, j'ai fait beaucoup d'allers-retours New York, Paris pour rencontrer beaucoup de fonds d'investissement de la place. Peu d'entre eux avaient capté l'intérêt du modèle d'impact positif qu'on avait mis en place et ils me disaient bravo, c'est bien ce que vous avez fait, revenez nous voir un peu plus tard quand vous serez rentable. J'avais beau leur dire, le centre de relations clients qu'on a installé à Niort, on le met à Madagascar, on est tout de suite rentable. Bah, elle me disait, bah, pourquoi vous ne le faites pas? Donc, personne ne comprenait vraiment le modèle Camif. Et puis, des fonds, même parfois soutenus par l'État, donc je tairai leur nom, me disaient, mais qu'est-ce que vous allez faire quand vous n'aurez plus de fabricants français? Donc, c'était la notion encore en 2012 de la place de l'industrie en France. En fait, il n'y en a pas. Alors, on a eu la chance de ne pas trouver parce que ça nous a obligés à réorienter notre recherche. Je me suis posé une question, est-ce qu'il y a un fonds d'investissement sur Terre qui existe et qui défend une valeur peut-être de création, une création de valeur un peu différente, peut-être une valeur sociale, une valeur environnementale, mais aussi une valeur économique. Et on a eu la chance de tomber sur un des tout premiers fonds d'impact créé en 2008, Citizen Capital. Je crois qu'ils sont avec vous aujourd'hui, donc je les salue. Citizen Capital, avec une thèse d'investissement qui est au fond que ce sont les entreprises les plus utiles pour la société qui créeront le plus de valeur pour leurs actionnaires. Donc, on a été une des premières participations de Citizen Capital. Et ça nous a beaucoup challengé sur la structuration de notre démarche d'impact. Au fond, on sentait bien qu'on avait un impact positif sur le Made in France, sur le territoire, mais ça nous a obligés à structurer la démarche d'impact. Et c'est avec Citizen Capital qu'on a fait tout le chemin sur l'entreprise à mission, avec la rencontre des chercheurs de l'école des mines, Blanche Ségrestin et Armand Actuel, qui a été structurante pour Camif, parce que c'est par l'entreprise à mission qu'on va accélérer la transformation de notre modèle, de notre offre, de notre clientèle. L'évaluation de la performance qu'on fait, c'est la triple performance, hein. C'est une performance économique, financière, et une performance aussi sociale et une performance environnementale. C'est cette performance globale qui définit au fond la valeur créée par le projet, par Camif. Quand on a redémarré de zéro. Quand Citizen Capital est arrivé, entre le moment où ils sont arrivés en 2013 et le moment où ils sont sortis, puisque j'ai revendu Camif et j'ai fait à cette occasion-là sortir tous les fonds d'investissement qui nous ont fait confiance en 2021 avec l'arrivée de Maïf, qui est aujourd'hui, on fait partie, Camif en fait à nouveau partie du groupe Maïf quelque part, donc c'est un peu le retour vers le futur. On a doublé de taille, hein, donc en l'espace de 7-8 ans. Donc, une belle croissance tirée notamment par l'arrivée de nouveaux consommateurs, convaincus que des consommateurs plus jeunes, hein, ceux qu'on ciblait, et convaincus que on peut consommer moins mais mieux, qui se posent davantage de questions avant d'acheter un produit, et qui sont complètement alignés avec la proposition de valeur Camif, hein, qui prône le local, la consommation responsable, l'économie circulaire. Donc, cette croissance de chiffres, elle a été évidemment tirée par le projet d'entreprise à mission qui a permis de structurer notre démarche d'impact, qui a permis de pérenniser aussi la démarche d'impact parce qu'elle se poursuit aujourd'hui au sein du groupe Maïf et de la crédibiliser parce que on a chaque année rendu des comptes en publiant un rapport de mission avec un certain nombre d'indicateurs qui sont pas que des indicateurs
chiffrés d'ailleurs. Parfois, il y a aussi des résultats d'action. Aujourd'hui, nous sommes pour la 7e année consécutive en train de boycotter le Black Friday. Donc, chose qu'on a démarré en fait en 2017, qui allait d'ailleurs assez contre la logique économique, hein, puisque quand on ferme son site pour boycotter Black Friday, c'est forcément le meilleur jour de l'année pour un e-commerçant. Quand vous passez à côté, c'est pas bon à court terme, mais qui a été, ce renoncement a été pour nous un déterminant en fait, puisque ça a été un marqueur très fort de notre engagement sur la consommation responsable, qui est notre premier objectif de mission, d'informer et de sensibiliser sur la consommation responsable, et qui, sur le temps long, à accélérer le développement et le recrutement de nouveaux clients qui cherchent des entreprises qui sont engagées, mais qui sont surtout capables d'apporter la preuve de leurs engagements. Et ça a été une magnifique preuve de notre engagement sur la consommation responsable. Camif est devenue la marque préférée des Français dans l'équipement de la maison pour son engagement sur la consommation responsable. Et notre fierté, c'est que, c'est un indicateur, mais l'année dernière, 1500 sites e-commerce ont boycotté Black Friday. On était seul en 2017. Donc le message qu'on porte aujourd'hui, qui est un message, et moi je crois que le rôle de l'entreprise, c'est aussi d'avoir un rôle quelque part politique, eh bien, c'est de développer cette consommation responsable, parce qu'on sait très bien aujourd'hui, on est probablement la première génération à avoir pris conscience de ce lien entre ce qu'on observe, des règlements du climat, de la biodiversité, et puis nos modes de vie, c'est-à-dire nos modes de consommation et de production. Donc, il faut réduire tout ça. Et je ne prône pas nécessairement la décroissance, mais je pense qu'on peut changer nos modèles, changer nos lunettes et adopter une lecture finalement de la performance qui n'est pas exclusivement sur la croissance, mais qui est aussi sur l'impact positif du modèle. Et notre impact positif, on le mesure en termes social. Chaque année, on fait une étude d'impact. On a pu mesurer que quand on crée un emploi à Niort, c'est 10 emplois qu'on crée en France. Et puis, en termes d'impact environnemental, on a fait notre bilan carbone, scope 3, mais surtout, on va assez finement, et c'est au cœur de notre développement sur l'économie circulaire, mesurer l'impact, l'empreinte carbone de chacun des produits qu'on développe sur Camif. Et aujourd'hui, sur les analyses de cycle de vie qu'on a pu faire, on a environ une économie de moins 50% de carbone émis par rapport à un produit classique qui n'est pas éco-conçu et qui est fabriqué à l'autre bout de la planète, comme à peu près 80% du marché du meuble. Donc, on voit que cette triple performance, d'abord sur le projet en termes de croissance de chiffres, renouvellement de la clientèle et puis financière, puisque les fonds d'investissement sont sortis et Maïf leur a permis de réaliser une belle opération, mais également sociale et environnementale. Tout ça est complètement lié. Et évidemment, si on n'avait pas fait ce chemin d'entreprise à mission, si on n'avait pas mis au cœur du projet l'impact positif sur la consommation responsable, sur le Made in France, sur l'économie circulaire, on n'aurait pas réalisé cette valeur financière. Donc, je crois que ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, avec l'exemple Camif, puis il y en a beaucoup d'autres évidemment, et avec l'exemple des entreprises à mission, on arrive à prouver qu'on peut réconcilier l'impact positif et les enjeux économiques. Ce qui est évident aujourd'hui, c'est qu'on ne peut plus que se contenter de ne compter que les euros. On va devoir compter autre chose, hein, et d'intégrer avec le rapport extra-financier un certain nombre d'autres critères, le CO2, mais pas que le CO2, aussi les enjeux et l'impact sur la biodiversité, etc. De manière générale, on peut se dire que de toute façon, ça va devenir la norme, hein. Ça va devenir une norme comptable, ça va devenir la norme avec la CSRD qui arrive et qui va toucher finalement toutes les entreprises, parce que même les petites entreprises vont devoir répondre à leurs donneurs d'ordre qui sont plus grands, qui vont les questionner sur les impacts positifs ou négatifs de leur activité, hein, sur l'environnement. Je crois que cette appréhension de la performance extra-financière, elle va devenir centrale au fond. Et probablement, ma conviction, c'est que c'est l'utilité de l'entreprise qui fera sa valeur. Aujourd'hui, on sait que la valeur des entreprises, elle est essentiellement immatérielle. Et donc, on voit bien que si on ne capte pas cette valeur non, je dirais, peut-être moins rationnelle, hein, que les bidas, etc., si on ne capte pas la qualité du lien qui est entretenu, par exemple, par une entreprise et l'ensemble de ses parties prenantes, ce qui fait que quand il y a une crise qui arrive, bah, finalement, il y a une entreprise qui passe la crise et l'autre qui ne le passe pas, alors qu'ils avaient les mêmes bilans. Bah, par contre, elles n'avaient pas la même qualité de lien. Elles ne pouvaient pas compter sur la résilience de leur écosystème qui a envie qu'elles s'en sortent, de leurs fournisseurs qui vont faire les efforts, de leurs collaborateurs qui vont être
plus engagé activement, plus engagé pour que cette entreprise s'en sorte. Cette qualité du lien, elle apparaît finalement dans aucun bilan aujourd'hui, hein. Et pourtant, elle est essentielle parce que c'est la vraie richesse d'une entreprise, cette capacité à créer du lien. Donc, on le voit bien aujourd'hui, probablement que l'essentiel de la valeur est immatériel. Elle passe, alors je mets un petit bémol, moi, sur les reportings extra-financiers, parce que même à travers les reportings extra-financiers, nous, on est labellisé Bicorp depuis 2014, donc on répond à 200 questions. On a donc toute la transparence, hein, sur l'information et les indicateurs en matière de responsabilité sociale de l'entreprise. Néanmoins, il y a des choses qui échappent même à ces indicateurs. Notre engagement sur la consommation responsable contre le boycott de Black Friday, ça ne rapporte pas de points, mais pourtant, ça fait beaucoup de la valeur de Camif. Notre engagement sur la transformation de nos filières, sur l'économie circulaire, là aussi, c'est quelque chose qui échappe assez largement au reporting. Et donc, je crois davantage à l'importance de l'action plutôt qu'à celle du reporting. C'est pour ça que je trouve que l'entreprise à mission est un très beau modèle parce qu'il permet de mettre le focus sur l'action, mettre le focus sur ce qui compte vraiment pour l'entreprise, ce qu'elle peut changer dans le monde, sa contribution positive pour le monde. Bon, je dis pas que les deux sont pas, enfin, je pense que les deux d'ailleurs sont complémentaires. C'est bien d'avoir une démarche très 360 et un reporting extra-financier assez complet pour éviter d'avoir des trous dans la raquette, mais je crois que l'essentiel, c'est de bien définir finalement pourquoi on existe, à quoi on sert, quelle est notre raison d'être et qu'est-ce qu'on a envie de changer dans le monde. Et ça, c'est par l'exercice de l'entreprise à mission qu'on peut le faire. Le chemin qu'on avait fait sur l'entreprise à mission avec les chercheurs, avec Citizen Capital et avec quelques pionniers a été un vrai levier d'engagement pour les collaborateurs, un vrai levier de transformation et d'accélération de la transformation de notre modèle. On s'est dit, mais ce modèle d'entreprise à mission, il est puissant et ce cadre, il faut qu'on le partage. Donc, en 2018, j'ai cofondé la communauté des entreprises à mission pour offrir un cadre de partage aux dirigeants qui souhaitaient rendre leur entreprise plus contributive pour la société et continuer d'enrichir ce modèle qui était encore un peu naissant et de le faire connaître. C'est les trois piliers en fait de la mission de l'association, qui est une association d'intérêt général. Alors, on l'a tellement poussé ce modèle que finalement, lors des échanges sur la loi Pacte en 2019, eh bien, on a vu naître dans la loi la société à mission, qui est le cadre qui avait été expérimenté, théorisé par les chercheurs en 2008, expérimenté par Camif, poussé par la communauté des entreprises à mission. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une société à mission? En fait, c'est une société qui respecte trois grands critères. D'abord, une raison d'être, c'est-à-dire une société qui a pris le temps de réfléchir à pourquoi elle existe, des objectifs socio-environnementaux, tout ça étant inscrit dans les statuts. Et l'inscription statutaire est déterminante parce qu'elle permet d'avoir l'alignement des actionnaires sur le fait que l'entreprise n'est pas là uniquement et dans un premier but du partage du profit entre actionnaires, mais qu'elle a un vrai rôle, une vraie utilité pour la société. Et c'est parce qu'elle est utile pour la société qu'elle créera la valeur pour ses actionnaires. C'est un petit changement d'état d'esprit. Le deuxième point, ça a touché à la gouvernance de l'entreprise, puisqu'on a, avec la société à mission, on doit avoir un comité de mission. Alors ça, c'est pour les entreprises de plus de 50 personnes, mais même pour celles qui sont de moins de 50 personnes, on peut se contenter d'un référent mission. Mais ce qu'on constate au sein de la communauté, c'est que 80% d'entre elles ont quand même créé un comité de mission. C'est le premier organe de gouvernance qui défend véritablement l'intérêt de l'entreprise. Parce qu'au fond, si on regarde l'entreprise en droit, elle n'existe pas. En droit, ce qui existe, c'est la société. Et la société, elle est gouvernée par son conseil d'administration, c'est-à-dire qui représente qui? Ses actionnaires. Donc, et qui défendent donc les intérêts des actionnaires, qui sont pas toujours alignés, notamment sur cette question du temps long, notamment sur cette question du rendement, avec l'intérêt de l'entreprise. Et là, avec le comité de mission, dans lequel on retrouve principalement des représentants des parties prenantes de l'entreprise, des clients, des partenaires, des fournisseurs, des acteurs du territoire ou des experts des sujets sur lesquels l'entreprise s'est engagée. Là, on a pour la première fois, et c'est une vraie singularité du modèle français par rapport aux autres pays où ce modèle s'est également développé, en Italie avec la Società Benefit ou en Espagne, c'est l'intégration de la gouvernance, c'est donc faire évoluer la gouvernance de l'entreprise parce que on va devoir bouger le cœur du modèle économique. Donc, si on n'a pas un organe qui crée une tension dans l'entreprise, ça risque de moins bien marcher. Donc, c'est pour ça que c'est une vraie innovation.
Et le troisième point, c'est l'obligation de rendre des comptes avec la publication de ce rapport de mission chaque année et surtout l'organisme tiers indépendant qui va venir vérifier la qualité de société à mission par un audit qui aura lieu entre tous les 2 ou 3 ans selon la taille de l'entreprise. Et donc, cadre, qui est un cadre volontaire, hein, chaque entreprise peut ou pas décider de devenir société à mission, c'est un cadre qui permet à la fois de structurer l'engagement de l'entreprise, parce qu'il oblige l'entreprise à formuler sa contribution positive pour la société, qui pérennise l'engagement de l'entreprise parce que c'est inscrit dans les statuts, donc quel que soit demain le changement d'actionnaire ou le changement de dirigeant, la mission, elle va rester, et qui permet de crédibiliser l'engagement de l'entreprise parce qu'on doit rendre des comptes et c'est un cadre de progrès. Donc, c'est pas un label, c'est vrai, et c'est pas un statut, c'est une qualité qui vient s'adapter à tous les types de statuts d'entreprise. On le voit aujourd'hui, la dynamique est forte. 1300 sociétés à mission, ce chiffre double à peu près tous les ans depuis la création de la qualité de société à mission. Donc la dynamique est forte, elle touche tout type d'entreprise, toute forme juridique d'entreprise et tout secteur d'activité. Donc, on a aussi bien des startups. D'ailleurs, un tiers des sociétés à mission aujourd'hui sont des startups qui démarrent tout de suite avec leur mission. Ça montre, c'est un signal qui est assez intéressant. Ça montre qu'aujourd'hui, les entrepreneurs montent leur boîte pour adresser un sujet. Et on a aussi des grands groupes, hein, 9% sont des grandes entreprises, Danone, la Maïf, Crédit Mutuel, bref, ça touche la Banque Postale, etc. Ouais, mais 81% de PME, donc ça montre que c'est aussi un modèle accessible pour tout le monde. Toute forme juridique, donc on a aussi bien des EURL, des SARL, des SA, des SAS, des mutuelles, des coopératives, quelle que soit finalement sa forme juridique. L'intérêt, c'est qu'on peut prendre ce temps de dire sa contribution et c'est un acte de leadership assez fort pour un dirigeant aujourd'hui que d'affirmer finalement l'impact positif qu'il cherche à avoir à travers son modèle économique. Et puis, tout secteur d'activité, le premier étant la tech, mais on a la finance, et c'est pas un hasard à mon avis. On a aussi le conseil, on a aussi l'agroalimentaire, l'industrie, enfin tout type de secteur. Ça montre que dans chaque secteur, on a intérêt finalement à réfléchir et à inscrire cette mission parce que c'est un levier d'engagement pour les collaborateurs, ça redonne du sens au projet de l'entreprise, c'est un levier pour la marque employeur qui est très fort aujourd'hui quand on sait la tension hein, sur un certain nombre de marchés de l'emploi, c'est vraiment intéressant. Et puis, un levier d'innovation pour inventer nos nouveaux modèles, en fait, parce que l'enjeu, c'est d'accélérer la transformation de l'entreprise pour que l'économie soit soutenable. Préparer nos entreprises à cette crise que l'on traverse, la crise des ressources, qu'elles soient humaines, financières, matérielles, les matières premières, il faut réinventer nos modèles. Et l'entreprise à mission est un accélérateur de la réinvention de nos modèles. Moitié des sociétés à mission, et puis on a aussi une autre moitié d'entreprises qui ne sont pas encore sociétés à mission, qui sont en chemin vers la définition de leur mission et qui viennent et qui adhèrent à l'entreprise pour se nourrir du retour d'expérience des entreprises qui ont déjà fait le chemin. On a également mis en place des formations pour accompagner les dirigeants sur ce chemin qui peut être long. Hein, d'ailleurs, ça prend du temps de définir une bonne mission. L'enjeu aujourd'hui pour la communauté, c'est de se développer partout, sur tous les territoires, à Marseille, à Lille, voilà, à Bordeaux, Nantes, Lyon. Voilà, c'est un développement territorial parce que la communauté elle a vocation à vraiment développer le partage entre pairs. Et puis également un développement européen parce qu'on pense que il y a aujourd'hui une nécessité d'affirmer cette forme cette vision en fait assez humaniste et progressiste de l'entreprise qui est singulière et d'affirmer la souveraineté finalement européenne de notre vision d'un capitalisme plus responsable, plus engagé, parce qu'il est très différent du capitalisme chinois et américain et qu'il est aussi, et que l'entreprise à mission est probablement aussi un modèle très complémentaire avec les obligations et les normes qui arrivent, avec la conformité, avec la CSRD, etc. Et qui est un modèle qui va créer une valeur additionnelle pour l'entreprise. Donc l'enjeu aujourd'hui, pour moi, qui est repris, qui est depuis juin, passer la main sur la présidence de la communauté, j'ai
j'ai pris le flambeau du développement européen. Il y a déjà des pays qui ont adopté des modèles assez proches, comme l'Italie, comme l'Espagne. J'ai été témoigné au Parlement suédois, en Belgique, et l'enjeu est d'arriver à développer le modèle partout en Europe. Voilà, je pense qu'il y a un enjeu aussi pour pas mal de grandes entreprises, de grands groupes qui sont pas que franco-français et qui sont présents dans différents pays pour qu'il y ait une forme d'harmonisation aussi de ce cadre qui crée beaucoup de valeur pour l'entreprise et pour la société.